La santé mentale, c'est de la santé, donc il y a des implications biologiques, c'est pas une question de volonté en fait. C'est-à-dire qu'on ne choisit pas à un moment donné de vivre un burn-out. Ce que je prends dans mes formations comme parallèle, c'est la santé physique justement. Quelqu'un qui a la grippe, quelqu'un qui a un cancer, en fait on n'imagine même pas dire c'est une question de volonté, ressaisis-toi enfin et guéris-toi. Quand le corps commence à parler. Ouais. C'est qu'en général, c'est ça, c'est un signal. Voilà. De toute façon, moi, ce que j'ai aussi appris dans mon parcours, c'est que une émotion, si on n'apprend pas à la reconnaître, si on lui laisse pas une porte de sortie, elle trouve toujours son chemin pour s'exprimer. Donc, ça va se loger dans le corps. C'est déjà courageux de se dire je vais aller voir mon médecin, je vais prendre un arrêt. Combien de personnes n'arrivent même pas à faire cette démarche de se dire non, en fait, je ne peux pas. Aujourd'hui, dans le podcast, on va parler d'un sujet très, très important, la santé mentale des entrepreneurs, un sujet qu'on aborde beaucoup trop peu, je sais pas si ça se dit, un sujet qu'on n'aborde pas suffisamment. Et pour ce nouvel épisode de podcast, j'ai invité Claudia Rinzi-Villo. Salut Claudia. Salut Alexandre. Ça va? Oui, très bien. Et toi? Oui, ça va. Alors Claudia, du coup, tu vas avoir l'occasion de te présenter, mais du coup, tu es formatrice en santé mentale au travail. C'est un sujet qui est très large. Aujourd'hui, dans cet épisode de podcast, on va aussi beaucoup parler de santé mentale des entrepreneurs. T'es pas là pour rien. Alors déjà, on se connaît de l'Académie 100K, toutes les deux, puisque tu as fait 1 an de parcours dans l'Académie. Mais au-delà de ça, du coup, tu as fini ton parcours avec une belle masterclass dans l'Académie 100K. Et je crois que toutes les deux, on s'attendait pas à autant de la bienveillance, il y en a toujours, mais les filles étaient tellement ravies de cette masterclass qui a mis vraiment en évidence des choses hyper importantes. C'est là qu'on se rend compte que la santé mentale des entrepreneurs, c'est comme si c'était un gros mot, qu'on avait gommé ça. Et je trouvais que c'était important du coup de généraliser le sujet, de pas réserver ça aux filles de l'académie, mais vraiment d'en parler plus largement. Tu vas avoir l'occasion de parler de tout ça aujourd'hui. Et merci de ton invitation, du coup, pour diffuser encore plus de messages sur ce sujet. C'est tellement précieux. On va avoir l'occasion d'en reparler, mais les entrepreneurs, d'ailleurs, tu avais sorti dans cette masterclass des stats qui étaient assez dingues. Oui. La santé mentale des entrepreneurs est un vrai sujet. On est notre propre patron et parfois, c'est ce qu'il y a de pire, finalement, parce qu'on est très exigeant avec nous-mêmes et on a du mal à savoir, en fait, quelle est notre limite, quand est-ce qu'il faut s'arrêter, parce qu'on a l'impression qu'on ne peut jamais s'arrêter. Toute la difficulté de l'entrepreneuriat. Mais bon, je tease déjà beaucoup, Claudia, avant qu'on rentre dans ce sujet. Est-ce que tu peux nous parler de toi, de ton parcours, de ton parcours avec la santé mentale aussi, et puis même de la création de Continuum Impact, du coup, parce que tu formes les managers, les dirigeants à la santé mentale, puis même les équipes, en fait, si je vais plus loin, c'est ça? C'est ça, exactement. Allez, peut-être que je te laisse, j'ai vachement teasé. Vas-y. Ouais. Donc effectivement, Continuum Impact que j'ai fondé en 2023 maintenant, donc vraiment axé sur le travail parce que ça part de mon expérience justement personnelle, de mon propre vécu du burn-out en 2021, donc ça commence un petit peu à remonter. Burn-out que j'ai vécu quand j'étais encore cadre dirigeante, donc je dirigeais une association d'entreprises dans les énergies renouvelables, donc autre sujet que ce que je fais aujourd'hui, mais c'est pas sans lien et c'est vrai que j'étais seule aux manettes sur l'opérationnel, même si j'avais un conseil d'administration au-dessus de moi, etc. J'étais pas, au quotidien, j'étais pas toute seule hiérarchiquement, mais j'étais quand même très seule au quotidien, jusqu'à manager une personne aussi qui était avec moi sur ce projet-là. Et c'est vrai que par plein de facteurs, à la fois organisationnels, à la fois relationnels, à la fois personnels aussi, parce que je suis arrivée dans ce poste-là avec qui je suis, avec beaucoup d'engagement, beaucoup de conscienciosité à faire les choses, un cœur, une cause qui me tenait énormément à cœur sur la transition énergétique, etc. D'où un engagement qui est parfois au-delà de ce qu'on attend, quoi. Exactement. Et ce qu'on peut tolérer, en fait, aussi. Exactement, c'est ça. Et en fait, et je pense qu'il y a un parallèle déjà qui se fait au niveau de l'entrepreneuriat, parce que, en fait, quand on entreprend, on le fait au service d'une vision, au service d'une cause qui nous dépasse, en fait. C'est-à-dire qu'on va chercher à impacter la vie de plein de personnes, la vie de nos clients, au service de plein d'aspects. Et c'est vrai que, en fait, on peut très vite placer cette cause, cette mission-là au-dessus de nous, en fait. Et moi, j'étais dans cette optique-là, finalement, de peu importe
le prix, peu importe les moyens. En gros, j'y vais et en fait, si je dois me sacrifier sur l'autel de la cause à l'époque de la transition énergétique, je l'aurais fait. Enfin, la preuve, c'est que quelque part, je l'ai fait et j'ai foncé dans un mur, quoi. Ok. Avant ça, du coup, si on peut revenir même juste sur le avant, du coup, c'était, j'imagine, pas ton premier poste. C'est quoi ton parcours ? Mon parcours, en fait, c'est celui d'être salarié. En fait, j'ai travaillé pendant 7 ans dans différentes structures. J'ai commencé par une petite start-up dans le développement tech. Je suis passée quelques semaines, c'était très rapide. Mais voilà, j'avais déjà cette appétence, en fait, pour l'entrepreneuriat parce que je voulais déjà créer un peu mon projet, même si je savais pas trop comment, sur quel sujet. Donc, je me rapprochais en fait de structures qui, du coup, étaient dans cet univers-là et j'ai commencé à être chargée de relations partenaires donc, pour cette start-up-là dans la tech. Et puis, après, j'ai été chargée de mécénat. Donc, en gros, je collectais des fonds privés pour des projets d'intérêt général dans une fondation pour notamment à l'université de Lyon. Voilà, donc je soutenais plein d'initiatives pour soutenir les maths, pour les filles, les neurosciences. Enfin voilà, j'ai découvert plein de super chouettes projets et mon but, c'était d'être l'interface entre les entreprises et ces projets-là pour que ces entreprises deviennent mécènes de ces projets-là et pour qu'ils puissent se réaliser et toucher un maximum de monde. Voilà. Ok. Donc, et ton poste, du coup, en tant que cadre dirigeante, c'est à la suite de ça, à la suite, ouais, tout à fait. Donc, poste avec en plus beaucoup de responsabilités. T'avais quel âge à ce moment-là ? J'avais 25 ans. Ok. Donc, j'ai pris en fait un poste de ce qu'on appelle dans le milieu des associations professionnelles de délégué général, donc en gros, un poste de directrice générale à 25 ans. Donc, ça faisait partie de mes ambitions. Je voulais plus de responsabilités. J'ai été servie, clairement. Et effectivement, ça est arrivé assez tôt dans ma carrière, quoi. Ok. Et au bout de combien de temps, du coup, dans ce poste-là, tu vois comment ça s'est déroulé ? Je pense que c'est peut-être une bonne façon d'aborder la santé mentale et le burn-out dans cet épisode de podcast. Est-ce que tu as des signaux qui te montre que là, tu vas frapper le mur, comment ça se passe, combien de temps, enfin, tu vois, si on peut revenir sur cette expérience-là pour déjà voir. Et puis, le gros intérêt de cet épisode de podcast pour vous, les auditeurs qui nous écoutez, auditeurs, auditrices, c'est vraiment de se dire, est-ce qu'à un moment, j'ai des signaux moi aussi ? Est-ce que je dois faire attention parce que ça arrive beaucoup plus vite qu'on ne le croit ? Et on a tous des signaux et on aura l'occasion de pouvoir en faire déjà un petit listing. On n'arrive pas du jour au lendemain à frapper le mur. Ça vient, ça s'installe petit à petit. Et un jour, il y a ce fameux non-retour en arrière. Alors après, on s'en sort. On est toutes les deux la preuve qu'on peut sortir de tout ça, mais qu'après on est aussi vachement vigilants sur la suite. Mais du coup, comment toi ça se passe à ce moment-là ? Parce que j'imagine que, en plus, je remets ça fait combien de temps du coup ? Là, ça va faire 5 ans. Ok. Je remets ça dans le contexte aussi. C'est vrai qu'on parle de plus en plus de santé mentale. Oui. Mais par contre, je trouve que c'est un sujet qui est tellement récent parce que pour moi, ça a toujours existé, ces problématiques de surengagement dans son entreprise, dans ce que tu fais. Et les gens s'autorisaient peut-être moins avant à en parler qu'aujourd'hui. Donc, il y a même 5 ans, c'était déjà aussi quelque chose de compliqué. Et aujourd'hui, plus on va avoir le courage d'en parler, moins on va laisser des personnes seules et isolées face à ce qu'elles traversent. Oui. Ouais, tout à fait. Et c'est vrai que c'est assez récent, comme tu dis, cette prise de conscience-là. Et puis le fait de parler ouvertement de santé mentale. Parce que quand même, il y a quelques années, santé mentale égale handicap mental, égale la folie, égale hospitalisation. Et encore, on ne dit pas hospitalisation encore aujourd'hui. Les gens disent « je vais me faire enfermer », ce genre de choses. Donc en fait, c'est vrai qu'il y a un gros tabou qui est encore là, même s'il commence à s'estomper un petit peu. Et c'est vrai que, en fait, il y a quelques générations, je pense qu'on est parmi les premières générations qui vraiment font la passerelle entre le tabou, où vraiment on n'en parlait pas, à on commence à en parler et on fait le taf des générations justement qui n'ont pas forcément eu l'opportunité de le faire parce que c'était pas dans les mœurs de parler de ces sujets-là. Donc, gros chemin et je m'en réjouis en tout cas. Clairement. Et quelque chose qu'on doit dire aussi, c'est que
santé mentale ou santé physique, c'est de la santé, tout court. Exactement. Parce qu'on a tendance effectivement à mettre tout ça dans des cases. Et en plus, quand la santé mentale va pas bien, j'en ai fait l'expérience moi aussi, ça finit par avoir des retentissements aussi sur le physique. Donc quoi qu'il en soit, c'est hyper important de prendre soin de nous aussi là-dessus. Alors, il y en a qui se moquent encore beaucoup de charge mentale et autres, mais c'est réel. Et il faut prendre ça en considération. Et plus on le prend en considération, plus on met en place les choses qui nous évitent de tomber dans ces pièges-là. Et on se rend un grand service. Exactement. Non, mais c'est ça. Et puis vraiment, je pense qu'on est encore obligé de préciser santé mentale parce qu'on n'a pas encore collectivement intégré que ça faisait partie de la santé et que ça fait tout simplement aussi partie de la vie, en fait. Ouais, c'est clair. Bon, alors, on en revient à ton expérience. Du coup, tu prends ton poste de cadre dirigeante. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Comment, enfin, alors pas forcément tout le quotidien, mais voilà. Comment t'en arrives à voir qu'il y a des signaux, que tu te surinvestis, que c'est au détriment de toi, etc. Bah en fait, ça a mis plusieurs mois. En fait, c'est pas arrivé, comme tu le disais, du jour au lendemain. Par contre, j'ai pas vu, moi, les signaux. C'est-à-dire que, en fait, justement, moi, je n'étais pas du tout sensibilisée à la santé mentale. Enfin, je savais qu'il y avait des psychologues qui existaient, hein, voilà, comme tout le monde. Mais bah, c'était pour les autres, quoi. En fait, je pense qu'on est beaucoup dans ce cas de figure-là, de dire, bah non, mais de toute façon, ouais, je suis un peu stressée, mais ça va aller. Non, mais aux prochaines vacances, ça ira mieux. En fait, on se dit tous ça. Et sauf qu'il y a effectivement des moments où c'est pas juste de la fatigue, c'est pas juste du stress. Ça, voilà. Donc, et moi, en fait, ce qui m'a fait me rendre compte, ou en tout cas, ce qui m'a ensuite conduit à un arrêt maladie de plusieurs mois, c'était plus une dégradation à la fois. Il y avait de la charge de travail, ça c'est clair, beaucoup de choses à faire, comme beaucoup de gens. Mais après, c'est plus dans les relations de travail, enfin dans le relationnel aussi, que ça a commencé à m'atteindre de plus en plus. En fait. Et c'est plus ça qui a été un déclencheur après pour moi, de me dire, mais en fait, là, on n'arrive plus à se comprendre avec les chefs, etc. On n'arrive plus à se parler véritablement. Et je sentais que, voilà, il y avait des choses aussi qui, à l'époque, m'étaient demandées d'être faites, qui frôlaient avec l'illégalité. Donc, clairement, moi, ça, c'est ce truc-là, en fait, notion de justice, quoi. Bah ouais, de justice, et puis de dire non mais là ça dépasse toutes mes valeurs. En fait, je vais pas faire des choses qui sont hors cadre, hors règle. Enfin voilà. Donc c'est ça aussi qui m'a conduit à me dire non mais en fait là pause, je vais me prendre un arrêt et voilà, je vais voir mon médecin et puis dans une semaine. Je vais remonter sur... je verrai ça dans la semaine prochaine. C'est déjà presque courageux de se dire je vais aller voir mon médecin, je vais prendre un arrêt. Combien de personnes n'arrivent même pas à faire cette démarche de se dire ben non, en fait, je ne peux pas. C'est ça. Et j'ai des personnes aussi dans mon entourage où je vois des signaux et je dis mais là, en fait, faut stopper, il faut que tu prennes du temps pour toi. Mais non, je ne peux pas. Mais ça, c'est vraiment... je pense des croyances aussi qu'on se forge. Il n'y a rien de plus important que notre propre santé. Et il faut être vigilant. Et je dis souvent, en fait, c'est aussi ça la difficulté avec la santé mentale. C'est que je dis souvent, en fait, tu te ferais percuter par une voiture ou tu te ferais péter une jambe ou peu importe, tu t'arrêterais parce que c'est physique. Mais le côté mental, on a tellement encore du mal à le considérer comme c'est une raison valable d'avoir un arrêt, quoi. Oui, et puis c'est plus insidieux en fait la santé mentale, c'est-à-dire qu'en fait, si on nous a pas appris, si on n'a pas fait la démarche d'apprendre un petit peu, c'est quoi mes émotions, qu'est-ce que je ressens dans telle situation, mais même dans la vie en général, juste de savoir quand est-ce que je suis à peu près content, à peu près déçu, triste, dégoûté, surpris de certaines choses. En fait, on peut pas reconnaître les signaux quand ça commence à aller mal en fait. Et souvent, c'est pour ça que les gens attendent. Et ça a été mon cas, d'attendre d'être au bout du mur face à des valeurs qui sont heurtées profondément et des fatigues hyper intenses où les gens, ce qu'on entend sur le burn-out, les gens n'arrivent plus à se lever le matin, ils attendent ça pour ensuite réagir en conséquence. Alors qu'en fait, c'est ça, moi, rétrospectivement, je sais qu'il y avait pas mal de signaux, en fait, dans les mois qui ont précédé l'arrêt, mais que je n'étais pas en capacité de repérer. Bon, en même temps, moi, la première, on en reparlera après, mais c'est vrai que c'est difficile, et je pense que c'est une fois aussi, malheureusement, qu'on est passé par là, mais ces témoignages sont aussi là pour montrer que vous n'avez pas besoin, comme nous, d'aller un petit peu trop loin, et puis d'identifier des choses dès maintenant. Il y a quelque chose de très intéressant sur lequel je dois rebondir aussi. La façon dont on a évolué dans notre cercle familial joue aussi beaucoup. La capacité, effectivement, à aller voir un psy sans avoir l'impression d'être un fou. Enfin, moi, typiquement, je sais que la première fois que mon médecin m'a parlé d'un psy, mais je dis, ça va pas ou quoi, je suis pas folle. Enfin, c'est la réaction que j'ai eue quasi instantanément.
si ce n'est instantanément. Et ça, du coup, il faut être vigilant par rapport à ça. Moi, je sais qu'aujourd'hui, vis-à-vis de mes filles, je désacralise ce truc-là. C'est OK d'avoir des moments où on va moins bien, et il faut qu'on ait des moments, des endroits, des safe places où on arrive à dire ce qu'on a sur le cœur, etc. Et en fait, ne pas mettre nos émotions sous un tapis, c'est aussi se rendre service et se permettre que cette émotion vive et ne s'encaisse pas, enfin je sais pas comment dire, que ça fasse pas des surcouches. C'est ça. À un moment fait que du coup ça finit par exploser, quoi. Exactement. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que cet apprentissage-là, il est pas facile. Enfin, mais en même temps, ce que j'aime bien aussi dans cette notion d'apprentissage, c'est un peu la notion d'espoir que tu donnais en disant, c'est possible non seulement de se rétablir, mais c'est possible d'apprendre pour éviter d'en arriver là. Et ça, moi, c'est ce que je donne aussi comme message à travers Continuum Impact aujourd'hui, c'est de dire, en fait, ça s'apprend, en fait. Ouais. Et puis, c'est des vraies compétences. C'est-à-dire qu'en fait, on ne demande pas aux gens, en fait, de savoir tout par cœur et d'être des sages petits bouddhistes qui savent exactement ce qu'ils ressentent à quel instant. Et on ne dit pas que... Enfin, ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'est pas obligé de se tourner à 100% sur soi et de se dire, tiens, chaque matin, comment je me sens. C'est pas ça l'idée, mais c'est juste d'être un peu plus connecté à ces éléments-là pour, en cas de besoin, juste savoir réagir. Et puis même, c'est des indicateurs hyper précieux sur ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, ce qui est vraiment important pour nous dans la vie. Et ça permet aussi de faire des choix en conséquence. Tellement. Dans la vie en général, et puis aussi dans le travail, de savoir, là, c'est pas OK pour moi de travailler dans ces conditions-là. C'est pas OK pour moi qu'on me parle de cette façon-là. Et après... Le tout, c'est step 1, c'est de le repérer. Et puis ensuite, il y a des manières d'apprendre pour comment je l'exprime aux autres, comment je pose mes limites, comment je dis non. Moi, je savais pas, en fait, quand j'ai vécu le burn-out aussi, ce qui au-delà du repérage que je n'ai pas su faire, c'était aussi que je ne savais pas poser mes limites. Et parce que je ne savais pas quelles étaient mes émotions, mes besoins, donc comment je pouvais les exprimer aux autres et savoir que j'avais des limites. En fait, j'avais pas de limites, c'était donnez-moi, donnez-moi, mais sauf que non, en fait, on n'est pas des machines, on n'est pas des robots. Et que même si, oui, on est dans une culture aussi de la performance qui vraiment nous incite et nous fait croire qu'on est des êtres qui, à force de volonté, peuvent absolument tout surmonter et faire, c'est en partie vrai. On peut beaucoup de choses grâce à la volonté et en mettant en place les bonnes actions pour le faire. La preuve avec l'Académie 100K aussi, j'en témoigne. C'est aussi... un désaccompagnement, c'est en étant accompagné qu'on peut y arriver, mais faut pas se voiler la face sur le fait que, en fait, non, on peut pas toujours tout. Et plus tôt on apprendra à reconnaître ses propres limites et sa vulnérabilité potentielle aussi que ça implique, plus on sera en capacité d'agir vite et puis surtout de se préserver sur la durée. Ça, c'est hyper important. On a toute une vie à travailler, on a toute une vie à vivre. Ouais. Et que, oui, si on est stoppé, si on se fait des burn-out à répétition, etc., ça va être plus compliqué de mener les projets et tout ce qu'on a à vivre dans cette vie. Et puis après, se remettre d'un burn-out, c'est une chose, mais quand on cumule après, c'est autre chose. Voilà. On en revient du coup à ce que tu disais, tu t'identifies pas vraiment les symptômes, et du coup, comment par contre ça se manifeste pour toi, le moment où tu as compris que, ok, là ça va plus, je peux plus, j'y arrive pas. Comment ça se manifeste pour toi? Ouais. Il y avait une discussion du coup avec un de mes supérieurs à l'époque qui a conduit en fait à ce que je m'aperçoive que il y avait des choses qui étaient contraires à mes valeurs. C'est ce qu'on retrouve d'ailleurs dans le burn-out en fait. L'opposition, les conflits éthiques, ça fait partie des risques psychosociaux d'ailleurs. Il y avait ça et puis il y avait la fatigue très très intense qui était, on était clairement sur de l'épuisement. C'était au-delà du stress conjoncturel, quotidien qu'on peut ressentir. C'était pas juste de la fatigue qui pouvait, avec un week-end, se résorber. C'était les vacances ne me reposaient plus, les week-ends ne me reposaient plus. J'avais des tensions effectivement au niveau des trapèzes, des épaules, au niveau du bassin. Enfin bref. Quand le corps commence à parler. Ouais. C'est qu'en général... c'est ça, c'est un signal. Voilà, de toute façon, moi, ce que j'ai aussi appris dans mon parcours, c'est que une émotion, si on n'apprend pas à la reconnaître, si on lui laisse pas une porte de sortie, elle trouve toujours son chemin pour s'exprimer.
donc ça va se loger dans le corps. Et comme on est un tout, on n'est pas juste une tête flottante, voilà, ça va se manifester dans le corps. Donc voilà, il y avait ces symptômes-là aussi qui étaient quand même assez... Et je trouve qu'en général, plus t'attends, plus tu veux pas reconnaître ces symptômes, y compris physiques, plus ça tape fort. Ouais. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. C'est que tu veux pas comprendre le message, on va t'envoyer un signal encore plus fort. Exactement. Jusqu'à ce que t'aies compris. Exactement. Et moi, c'était exactement ça. Mais c'est une bonne chose, c'est que notre corps, du coup, cherche à nous protéger quand même, parce qu'on voit tout le temps ça comme c'est bon, il y a ça qui me tombe dessus, puis ça qui me tombe dessus, mais c'est du coup quelle lecture on a de ces éléments-là aussi. Oui. Et puis, ce qu'on décide d'en faire, quoi. C'est ça. Et c'est vrai que, de toute façon, l'émotion, elle toque à la porte. Elle va se manifester un petit peu dans le corps, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et puis, si on ne l'écoute pas, elle va frapper à la porte plus fort jusqu'à casser la porte s'il le faut, quoi. Et donc, cette fatigue très intense, chronique. Ouais. Tu galères, j'imagine, à te lever le matin, etc. Ouais, c'est ça. Beaucoup de ruminations, beaucoup de pensées en boucle autour du travail. Je bossais, de toute façon, le week-end. Je me disais, il faut absolument que je termine tel truc, etc. Et puis, il y avait une irritabilité aussi. Une irritabilité de par le fait que j'arrivais plus à me reposer. Du coup, je m'énervais un peu pour un rien, à la fois au travail, mais aussi à la maison. Et j'avais aussi des difficultés de mémorisation, des difficultés à me concentrer. Donc, à la fois dans le travail, écrire un mail, je le faisais en 2-2. Avant, là, ça me prenait plusieurs minutes. Je devais relire parce que je faisais des fautes d'orthographe, que je faisais pas d'habitude, ce genre de choses. Donc, en fait, c'est ça. Et c'est vrai que ça montre justement, ça, c'est des signaux cognitifs, en fait, qui nous montrent que l'attention, tout ça, ça se passe aussi dans la tête. Et que, oui, si on se repose pas, le corps, le cerveau, il a du mal à effectuer les choses, quoi. Donc il y avait ça. Et qu'est-ce que je pouvais avoir d'autre ? Ouais, non, c'était les signaux principaux, vraiment. Ok. La perte de mémoire, du coup, je trouve que c'est assez flagrant quand même. Je l'ai vécu là, du coup, sur cette phase compliquée. Pour ceux qui ont déjà suivi le podcast, du coup, vous savez déjà tout. Mais pour ceux qui découvrent le podcast ou qui me découvrent par le biais de cette interview, j'ai vécu, alors pour le coup, un vrai choc traumatique avec du coup des symptômes post-traumatiques liés à une je sais même pas comment dire, lié à une situation personnelle très compliquée vis-à-vis d'une maison sur laquelle on a énormément de malfaçons, 3 ans et demi déjà de procédure. On nous annonce au bout de 3 ans et demi la démolition de notre maison. Donc ça finit par exploser en plein vol. Et pour le coup, cette histoire de... Alors, j'ai eu tous les signaux physiques, pour le coup, urticaire généralisée. En général, quand votre corps crie à l'aide comme ça, c'est que vraiment, il y a quelque chose que vous êtes en train d'ignorer. Et au-delà de ça, du coup, la perte de mémoire, je me revois chez ma médecin où elle m'a demandé 3 fois ma carte vitale. Le temps de sortir mon portefeuille, je ne me rappelais déjà pas ce qu'elle m'avait demandé. Et ça m'a fait peur, en fait, quand à chaque fois, je la regardais, je me sentais vide. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe, quoi ? Eh oui. Et du coup, peut-être une précision aussi, c'est que du coup, le burn-out peut arriver de plein de choses. On met le mot burn-out aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'on va chercher en priorité parce que ce terme commence à être connu, utilisé. Mais parfois, du coup, ça peut être des traumas aussi. Et là, il y a encore des mises en œuvre différentes à opérer pour sortir de ça, notamment le MDR. C'est important que j'en parle ici parce que c'est une pratique qui est juste hallucinante dans son efficacité. Pour en avoir eu les bénéfices là, on peut vraiment s'affranchir de situations qui ont été très compliquées, sortir de ça grâce à ces pratiques-là, mais il y en a tellement. Oui. Enfin, on a beaucoup de choses, beaucoup d'outils en fait. Souvent, on a l'impression qu'on ne pourra jamais sortir d'une situation compliquée comme ça. Et en fait, on a tellement d'outils, il faut trouver les bons thérapeutes, les bons psychologues, psychiatres. Oui. Ne pas avoir peur d'aller chercher toutes ces béquilles qu'on peut nous offrir, c'est ça. Qui sont des vrais bénéfices. Ouais, et puis c'est intéressant ce que tu dis là, parce que finalement, tu faisais un peu le parallèle entre syndrome de stress post-traumatique, enfin les conséquences, et puis le burn-out. C'est vrai qu'en fait, c'est intéressant de voir aussi que la santé mentale, enfin, même s'il peut y avoir des diagnostics différents et autres, en fait, il y a des signaux qui peuvent être communs. Et effectivement, typiquement, tu disais les difficultés de mémoire. Moi, pareil, quand j'étais au cœur du burn-out, vraiment en arrêt maladie, je n'arrivais plus à lire un bouquin. Parce que c'était trop de concentration, je faisais 3 lignes, j'étais fatiguée. Donc voilà, et puis pareil, me souvenir ce que j'avais fait la veille,
C'était impossible. Donc, j'avais repris des agendas papier pour noter parce que je n'arrivais plus à me souvenir de quand est-ce que j'ai pris effectivement mon rendez-vous chez le médecin ou autre. Donc, il y a des vrais impacts et ça nous montre aussi, et je pense que c'est déculpabilisant et c'est important de le dire que même si on l'a déjà dit, que la santé mentale, c'est de la santé. Donc, il y a des implications biologiques. C'est pas une question de volonté, en fait. C'est-à-dire qu'on ne choisit pas à un moment donné de vivre un burn-out. Et ça, c'est hyper important parce que justement, de par ce culte de la performance qui est encore très présent dans notre société, on croit que juste avec une affaire de volonté et d'effort, en fait, on va pouvoir solutionner la chose. Non, en fait, c'est juste qu'à un moment donné, il y a des implications biologiques qui nécessitent du soin et une implication médicale. C'est trop. En fait, il y a tellement de choses à dire. C'est-à-dire, ça aussi, c'est trop intéressant et trop important ce que tu dis. C'est quand bien même on ne vit pas soi-même un burn-out, c'est reconnaître aussi chez les autres que c'est plus qu'une question de volonté. Pour le coup, tu vois ce que tu dis, et je l'ai ressenti aussi. Je suis hyper résiliente. Enfin, genre, c'est quand d'autres personnes parlent de moi, en général, on me dit c'est genre la référence. Ouais, voilà, la référence en résilience. Mais pour autant, il y a des fois où la volonté ne suffit plus. Et c'est là aussi que c'est important de le voir. Et puis, pour l'entourage, de faire attention à ça, de pas dire, mais enfin, juste tu te mets un coup de pied au cul et c'est bon, ça va aller mieux. Parce qu'en fait, ça peut être juste complètement hors de nous. On n'y arrive pas. Enfin, c'est difficile, fort que nous. Je trouve, à expliquer pour le coup. Ouais. Peut-être que j'aurais plus mis des mots facilement quand j'étais en plein dedans. Maintenant que j'en suis sortie, en fait, je trouve que c'est déjà plus difficile en fait de remettre des mots là-dessus. Quoi. C'est ça. Et puis parce que c'est un peu confus aussi quand on est dedans. En fait, même moi, j'étais là, mais attends, qu'est-ce qui se passe Quoi, j'arrête de bosser Non, enfin, bon, il y a plein de choses aussi qui se passent et plein de sentiments. Puis la fatigue. Ah, j'ai l'énergie. Ensuite, j'ai pas d'énergie. Enfin, c'est très perturbant en fait. Et j'ai oublié ce que je voulais dire en même temps. Parce que tu redisais juste avant que... mince, du coup. On parlait de perte de mémoire. Voilà. En fait, on n'est peut-être pas totalement sortis de ça. En fait, finalement. Mais non, c'était par rapport aux soins. Oui, si, ce que je voulais dire, c'est ça. C'était de dire aussi que, certes, à la fois, c'est confus quand on vit un peu les symptômes, quand on est au cœur de la tempête. Mais souvent, moi, ce que je prends dans mes formations comme parallèle, c'est la santé physique, justement. Et quand je dis aux autres en disant, c'est vrai que ça paraît difficile de se représenter, ouais, mais bon, une dépression, un choc post-traumatique avec un peu de volonté, on peut s'en remettre. Ouais, mais en fait, quelqu'un qui a la grippe, quelqu'un qui a un cancer, en fait, on n'imagine même pas dire, c'est une question de volonté, ressaisis-toi enfin et guéris-toi par toi-même, par la force de la volonté. On n'imagine même pas dire ça, ou même on ne pense pas à ça alors qu'il s'agit de la santé physique. Donc pourquoi faire encore les parallèles comme ça Cet exemple est tellement parlant. Ouais. Et c'est pour ça que moi, souvent, je fais ce parallèle avec la santé physique dans mes formations, parce que là, les gens se disent, ah oui, en fait, ça paraît évident. Donc, ça montre aussi qu'il y a un chemin à faire. Et c'est pour ça que moi, je crois profondément au fait qu'en se formant, en apprenant à développer des compétences, on peut ensuite, non seulement être plus outillé soi-même, savoir un peu plus repérer chez les autres quand ça commence à aller pas très bien, et puis de prévenir, et puis de faire reculer aussi toute cette stigmatisation qui existe sur ce sujet-là, parce que c'est le cas dans tous les contextes de la vie. Moi, c'est vrai que je donne des formations au niveau du travail, donc dans les entreprises, mais aussi dans des associations, dans peu importe le type de structure. Et ces préjugés-là, ils sont partout, en fait. Et y compris, moi, quand j'ai vécu mon burn-out, ma famille comprenait pas, enfin, en disant non, mais t'as un conflit. Et même, j'avais aussi, ça montre que parfois aussi, alors, on redirige, j'insiste sur le fait d'aller voir des professionnels de santé, mais parfois même les professionnels de santé, parce qu'ils n'ont pas forcément de formation spécifique et étendue en matière de santé mentale, même eux, parfois, ils repèrent pas les choses. Et c'est vrai que moi, j'avais vu un médecin qui m'avait dit non, mais en fait, vous êtes en conflit avec votre employeur. Je dis oui, c'est pas faux. Mais rétrospectivement, en fait, il y avait tous les signaux aussi qui ensuite ont été qualifiés de burn-out. Donc, ça montre aussi qu'il y a un vrai travail. C'est vraiment un travail sociétal. Et c'est aussi une manière de dire déculpabilisons-nous en disant c'est pas que de notre faute, c'est pas que parce que vous n'avez pas su faire telle et telle chose. C'est juste qu'à un moment donné, il y a des histoires de contexte, il y a des facteurs aussi qui sont politiques, économiques, sociaux, sur lesquels on n'a pas forcément prise.
Et c'est pour ça que tu parlais d'accompagnement, que c'est hyper précieux de le rappeler. Tu parlais d'un type de psychothérapie, le MDR, justement, qui existe, qui est très efficace sur tout ce qui est traumatique. On vient retravailler le souvenir, non pas pour s'exposer à nouveau, mais pour diminuer la charge émotionnelle, voilà, en fait, liée au souvenir. Exactement. Et c'est fait de manière très, très graduée, et on n'y va pas comme ça en disant on fait des mouvements avec les yeux, parce que c'est un peu ça le MDR, ou des tapotements ou autre, sans filet. C'est vraiment, et c'est pour ça que c'est hyper important d'être bien accompagné avec des psychothérapeutes qui sont formés à ces psychothérapies-là, parce qu'il y a aussi et demander toujours des témoignages, parce qu'alors pour le coup, je trouve que vraiment, demandez toujours, en tout cas renseignez-vous. La meilleure recommandation des thérapeutes, psy, etc., c'est la recommandation d'autres personnes qui ont déjà testé. Tu le disais assez justement aussi, mais tous les professionnels ne se valent pas. Et surtout, il ne faut pas s'enfermer quand on va voir quelqu'un, si ça ne nous convient pas une personne qui existe, il y en a des centaines, des milliers, et il y aura forcément toujours une personne qui sera la bonne personne pour nous écouter, nous soutenir et nous aider à traverser la situation qu'on traverse. C'est ça. Et puis, tu disais qu'il y a les témoignages, hyper important aussi, effectivement, d'être sur de la recommandation. C'est la configuration idéale, je dirais. Et puis, bien aussi vérifier la formation des professionnels. Parce que c'est vrai que, surtout dans le domaine des thérapies, il y a plein de psychothérapies qui existent. Alors, dans le domaine de la psychologie pure, on en a plus de 400 qui sont référencés. Donc, c'est vous dire l'étendue des possibilités qui s'offrent à nous. Et en même temps, voilà, parfois aussi, il y a des professionnels qui se présentent comme au même niveau que des professionnels de santé, type psychiatre ou psychologue, avec un vrai diplôme à la fin. Parfois, c'est pas le cas. Et je dis pas que la formation fait tout et que c'est un gage absolu de garantie que ça conviendra aux personnes. Au contraire, c'est pas forcément toujours le cas, mais c'est important de le rappeler parce qu'aujourd'hui, il y a quand même aussi pas mal de dérives qui s'observent et ça peut être aussi un frein, en fait, aux soins, un frein à des diagnostics s'il y a lieu qu'ils soient posés. Et ça, c'est hyper important, parce que sinon, ça peut retarder la prise en charge des personnes et le fait qu'elles aillent mieux. Et je vais même le dire de façon un peu frontale aussi. Attention avec le milieu du coaching, parce que là aussi, il y a beaucoup de dérives. Quand on parle de sujets comme ça, on est en train de parler de sujets de santé sur lesquels des coachs ne sont pas habilités à répondre. Et je dis ça parce que moi-même, je suis formée en tant que coach. Et pour autant, il y a des sujets qu'on ne peut pas adresser en tant que coach. Les bons coachs sauront toujours reconnaître, du coup, leurs limites à gérer tel et tel sujet et devoir adresser aux bonnes personnes. Mais surtout, attention, tout ne se règle pas avec du coaching. Tout ne se règle pas avec des coups de pied aux fesses. Parfois, il y a des choses qui méritent en fait d'être traitées avec des thérapeutes qui sont formés, des psychologues, des psychiatres. Et n'ayons pas peur aussi d'aller voir tous ces corps de métier qui sont là pour nous aider et pas nous enfoncer. Ouais, c'est ça. Merci de le dire comme ça, parce qu'en fait, c'est vrai que parfois, on peut être tenté d'aller chercher un accompagnement. Le coaching, ça fait moins peur de se dire que je vais aller voir un médecin, un psychologue, voire un psychiatre. Et parfois, c'est pas le moment, en fait. C'est-à-dire que même moi, quand j'ai traversé le burn-out, et peut-être toi aussi, tu pourras le partager, mais en fait, il y a juste le temps du soin. Il est indispensable, en fait. C'est-à-dire que oui, on peut aller vers du coaching, mais ça dépend avec qui, effectivement, comme tu le soulignais. Et puis c'est dans un second temps. En fait, il faut d'abord prendre le temps d'atterrir, qu'il y ait une prise en charge, du repos, du ressourcement, etc. Et seulement ensuite, quand il y a un petit peu d'énergie qui est retrouvée, de perspective, d'envie de retravailler ou d'envie de refaire des projets, là, ensuite, la mise en action et de se faire accompagner sur ce terrain-là, dans cette mise en action-là, elle pourra se faire. Mais de toute façon, faire un coaching alors qu'on est au fond du trou, en fait, ça peut être au contraire plus violent qu'autre chose, parce que on n'est pas prêt. Donc la personne va nous dire des choses, on va travailler peut-être des croyances, mais en fait, si ça vient directement impacter notre histoire ou quelque chose qui n'est pas complètement identifié de notre côté, en fait, ça risque d'être plus violent qu'autre chose, et de toute façon, la mise en action sera quasiment impossible. Donc autant le plus tôt possible aller vers le soin, comme on irait aller voir son médecin généraliste ou un ORL si on a
une bronchite qui dure depuis des mois et que voilà, en fait, on va voir des spécialistes. N'attendez pas des mois si vous avez une bronchite qui, c'est ça, qui traîne. Voilà. Et c'est pareil, si vous n'arrivez pas, au niveau, on parlait d'irritabilité, de fatigue, les week-ends qui reposent pas, etc. Tous ces signaux faibles, c'est quand ça dure à partir de plus ou moins 15 jours. C'est quand même des signaux. C'est ce que j'allais dire. Tu avais partagé dans la masterclass et j'ai trouvé ça hyper intéressant, une sorte de pas de schéma mais de temporalité où tu vois si effectivement t'arrives pas si une journée de repos ne te suffit pas ou si ça du coup j'ai plus en tête mais est-ce que tu peux revenir toi là-dessus? Oui, parce que je trouvais ça très intéressant du coup pour réussir à se situer et voir un petit peu où on en est. Oui, en fait, c'est ça. Je pense qu'il y a la notion, j'avais présenté un tableau avec le stress en première entrée, c'est-à-dire que le stress, c'est fonctionnel, ça sert à nous adapter à notre environnement. Voilà, on rate son bus, on a un petit coup de stress pour rattraper son bus. Voilà. Donc là, ça passe immédiatement, en fait. La fatigue, ça peut être en fonction, si on a des gros projets, que ce soit pro ou perso, on peut ressentir un peu de fatigue parce que forcément, la jauge des ressources versus de l'absence de ressources commence à varier. Et puis ensuite, mais ce que je veux dire par là, c'est que la fatigue, en fait, elle se résout avec un petit peu de repos. En fait, ça peut être quelques heures, ça peut être une journée. Voilà. Et par contre, après, quand on va sur d'autres choses qui sont plus alertantes, si on va sur des choses type plus installées, surmenage, donc là, effectivement, on va avoir besoin de plusieurs jours pour récupérer, parce qu'on est surmené, parce qu'on commence à attaquer sérieusement notre batterie intérieure de nos ressources. On aurait besoin de de se brancher pour retrouver un petit peu de ressources. Et par contre, les stades d'après, c'est épuisement, burn-out, en fait. Et là, ça repose plus, en fait. Donc, et là, en fait, un burn-out, j'avais même entendu un professionnel de santé un jour qui disait un burn-out, c'est minimum 4 mois d'arrêt maladie. Donc, et plus la durée, plus longtemps, en fait, on aura été exposé à agir. Voilà. Et plus longtemps on aura été exposé aux facteurs qui nous ont épuisés, plus long ça sera, en fait, le rétablissement et le fait de remonter en selle, quoi. Donc, d'où l'importance, on a bien parlé de le plus vite possible quand on voit des signaux. C'est pour ça que c'est hyper important d'être formé à ça. Parce que sinon, en fait, on apprend, comme toi et moi, dans le dur. On apprend à la dure et en fait c'est trop dommage parce que pendant ces temps-là y a plein de choses qu'on n'a pas pu faire, on a pris sur notre santé, voilà, donc je sais que et puis on le sait, le stress prolongé de toute façon peut créer aussi plein de maladies, en tout cas c'est la base de choses c'est toxique pour le cerveau, en fait, du stress au long cours, c'est du cortisol qui attaque à la fois le corps, c'est que ça peut créer des inflammations, des médecins en parleraient plus que moi, mais aussi par exemple typiquement dans la dépression, en fait, le cortisol vient attaquer les connexions neuronales. Donc du coup, en fait, ça nous redit quoi ? Ça nous redit que c'est une implication chimique et qu'après, le trop de cortisol, en fait, ça fait qu'on n'a plus les bonnes hormones qui peuvent être produites et qui notamment impactent la volonté et la motivation. Donc, voilà. Je pense que c'est le bon moment pour basculer dans cet épisode sur justement comment on sort de ça, tu vois, ce qu'on a pu mettre en place, toi et moi, dans ces périodes-là, ou même après encore aujourd'hui, qu'est-ce qui est devenu finalement quotidien dans nos routines pour ne pas retomber là-dedans aussi. Est-ce que toi, tu peux nous dire comment déjà t'es sortie de ça ? Qu'est-ce que t'as mis en place Ouais. Alors déjà, je vais le rappeler encore, mais c'est en gros l'accompagnement avec psychologue, psychiatre. J'avais les deux, en fait. Pareil. Même si à l'époque, j'avais même pas eu de médicaments, en fait. Donc, je voyais la psychiatre au moins pour mes arrêts maladie. Et pareil, dans les médicaments, pour le dire aussi, il y a plusieurs niveaux. On pense tout de suite antidépresseurs, mais il y a des anxiolytiques avant même ça. Du coup, il y a des solutions naturelles, alors parfois qui peuvent ne pas être suffisantes, mais avec les plantes, on traite aussi déjà beaucoup de choses. Donc, encore une fois, pas avoir peur d'y aller par étapes. Ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête aussi. Oui, et puis en fait, même dans la grande catégorie des antidépresseurs ou des anxiolytiques, il y a plusieurs types de molécules. Donc, c'est pour ça qu'en fait, nous, on est bien capables. Tellement de possibilités. Et c'est important aussi de dire, si jamais un jour, ça vous arrive d'avoir un médicament, si jamais il y a des effets secondaires qui vous embêtent, que ce soit j'arrive plus, j'ai des insomnies ou que sais-je, j'ai des courbatures que j'avais
l'avez pas avant, bah en fait, parlez-en avec votre médecin parce que lui, il est pas devin. Lui, bah il fait avec ce qu'il voit cliniquement, donc il faut bien en parler, quoi. Et même psychiatre, parce que du coup, alors moi j'ai eu des difficultés à passer ce step de psychiatre quand ma médecin m'en a parlé, mais ma médecin m'a justement répondu quand elle me proposait des médicaments et autres. J'étais pas du tout à l'aise. Elle m'a dit, mais justement, allez voir une psychiatre. C'est son métier, elle ne fait que ça, donc elle va être parfaitement capable de vous donner le bon dosage, quoi faire, à quel moment. Puis moi, j'ai même eu quelque chose que je pouvais prendre en prise temporaire, qui n'était pas du tout du quotidien, qui juste venait m'alléger quand vraiment je ressentais une surcharge importante qui m'empêchait de dormir et autres. Et au final, j'en ai eu très peu besoin. Par contre, le fait de savoir que la béquille est là et qu'on a des solutions, en fait, c'est précieux aussi, parce qu'on se sent moins seul. C'est ça, exactement. Il ne faut pas hésiter, hein. C'est vrai. Et tu vois, donc il y a effectivement le médecin généraliste aussi, je reviens, mais le psychiatre est un médecin. Enfin, d'ailleurs, c'est le seul qui peut prescrire, faire des diagnostics et prescrire des médicaments, enfin, en plus des médecins généralistes, mais les psychologues, c'est pas le cas. Donc, hyper important d'aller les voir. De toute façon, maintenant, ma médecin m'expliquait qu'il y a vraiment aussi des changements, en gros, de politique, de logique, qui fait que, de toute façon, pour un arrêt prolongé, pour un sujet type burn-out, dépression, etc., de toute façon, vous devriez aller voir un psychiatre, parce que, du coup, le médecin est limité dans la durée de l'arrêt de travail qui peut être proposé dans ce cadre-là. Donc bon, bref, ne pas aller voir un psychiatre, ce n'est pas pour les fous. Ouais, c'est ça. Et bien sûr qu'un psychiatre va gérer des maladies psychiatriques, mais pas que. Et puis, de toute façon, un médecin, un psychiatre ne fera que ce que vous lui demandez aussi, d'une certaine façon. Enfin, je veux dire, il s'appuie sur des faits, des choses que vous pouvez dire. C'est ça. Donc, on va pas vous mettre dans une case, loin de là. Ouais, c'est ça. Et puis, c'est vrai qu'on a peur, effectivement, comme tu dis, d'être mis dans des cases, d'avoir des étiquettes. Et puis aussi, moi, je pense qu'il y a aussi ce côté de dire, si on me pose une étiquette ou une case, je serai toujours comme ça. Alors que non. En fait, moi, je veux vraiment témoigner de ça, qu'en fait, on peut vivre avec, on peut se rétablir et non pas... Enfin bon, je vais peut-être pas rentrer dans les détails des concepts, mais en gros, oui, on peut vivre des difficultés à un certain moment de notre vie. Ça peut durer quelques jours, quelques mois. Mais en fait, c'est possible, par une prise en charge adaptée le plus tôt possible, de retrouver sa vie d'avant, entre guillemets. Et même d'en ressortir plus fort, avec une meilleure connaissance de soi, et effectivement des limites qu'on veut plus laisser dépasser, etc. Et ça, c'est des vrais facteurs d'apprentissage, mais il faut effectivement s'engager aussi dans le parcours de soins au sens large. C'est-à-dire que il faut comprendre l'intérêt que ça peut avoir pour vous, et une fois que vous êtes dedans, le plus dur, c'est de prendre rendez-vous, et puis vraiment, je pense que c'est ça, c'est de passer ce cap-là, et une fois qu'on est dans ce process-là, une fois qu'on a trouvé effectivement quelqu'un qui nous convient, t'en parlais tout à l'heure, effectivement, c'est hyper précieux aussi. Voilà, c'est déjà 50% du travail qui est effectué. C'est clair. Ok. Qu'est-ce que toi, tu as mis d'autre en place, du coup, pendant cette période-là ou maintenant ? Ensuite, c'était passé pas mal par le corporel. Donc, en gros, ce que j'appelle par là, c'est de travailler autour... Enfin, en gros, d'aller sur des pratiques type d'activité physique, type la marche dans la nature. C'était le yoga, c'était grâce. Avec le burn-out, finalement, que je me suis mis au yoga parce que jouer sur la respiration, le mouvement du corps, sur des mouvements assez lents, sans être dans le tapis de course qui va à fond. Et, D'ailleurs, c'est souvent ça, parce que pour le coup, vraiment partage en toute vulnérabilité, moi, avec ce côté trauma et tous les symptômes post-traumatiques, je me suis retrouvée à prendre du poids, notamment au niveau du ventre, donc du coup, à avoir plus de mal avec... mon image, même si c'était un point de vue extérieur, on me dit oui, mais non, pas du tout. Mais en même temps, moi, je me sens moins bien dans mon corps aujourd'hui, et c'est encore le cas. Et à un moment, on m'a dit, du coup, faut te mettre au sport intensif, etc. Sauf qu'en fait, quand t'es déjà stressé et que c'est déjà difficile pour toi de rajouter, du coup, alors déjà cette charge mentale, mais surtout une activité intensive, ça va à l'inverse du travail qu'on essaie de faire, de diminuer justement notre niveau de cortisol, retrouver un stress qui est cohérent. Et ça, je le dis parce que je me suis vraiment fait avoir, et je suis tombée dans ce piège-là, à me dire, en fait, c'est qu'il va falloir des trucs intenses et durs, et en fait, ça m'a rajouté une charge mentale où, en fait, je pense que ça m'a clairement pas aidée. Au contraire.
Et là, aujourd'hui, c'est devenu d'ailleurs mon quotidien. J'arrive plus à m'en passer, mais c'est 45 minutes de marche tous les midis après manger. J'ai plus du tout la chute aussi, tu vois, de genre après le repas, t'es là, Le tu coup de commerces barre. devant ton ordi. Pas du tout. Et du coup, c'est quelque chose de plutôt simple à mettre en place que j'ai procrastiné pendant des mois et des mois, mais qui aujourd'hui m'aide énormément. Et je sens du coup dans mes 45 minutes de marche, les 20 premières minutes, je suis encore en mode à 2000% parce que mon quotidien fait que c'est stressant de toute façon. J'ai 2 entreprises à gérer, j'ai 2 enfants en bas âge, donc en fait forcément tout ça fait que c'est un quotidien plutôt stressant quand même. Et il me faut mes 20 bonnes minutes du coup pour me relaxer. Et je sens qu'après, tout le reste de la marche est hyper bénéfique. Je reviens chez moi, je suis vachement relax. D'ailleurs, j'ai mis un truc en place simple, c'est je pars de chez moi et je fais un tour depuis chez moi. Avant, j'allais à la salle pour marcher sur un tapis. Et du coup, ça m'aérait pas l'esprit du tout de la même façon, etc. Et là, vraiment, genre, si j'ai pas ça, je sens que j'arrive plus à gérer mes journées de la même façon. Tout ça pour dire qu'un truc aussi simple que d'aller marcher, s'aérer, en plus là on a les beaux jours qui vont revenir, ça fait énormément de bien, ça fait baisser notre niveau de cortisol et du coup ça nous prémunit aussi de tomber dans un épuisement important, je dors mieux, enfin voilà. Ça c'est important de le dire parce que je trouve que c'est vraiment bateau. Ouais. Et je pense que j'aurais presque ri quand on me l'avait dit. Alors pour la petite explication, c'est même ChatGPT qui m'a aidée là-dedans. Je disais, mais en fait, j'arrive pas à me reconnaître dans les pratiques de sport intensif, ça m'épuise, ça va pas. Il m'a dit, stop, arrête tout. Oui. Alors, je recommande pas de faire un accompagnement avec ChatGPT, c'est pas du tout ce que je dis. Mais toujours est-il que du coup, voilà, ça peut être intéressant aussi de tester plein de choses. C'est ça. La cohérence cardiaque, la luminothérapie, le fait de prendre soin de soi, d'aller faire des séances de flottaison. Ça, c'est hyper bénéfique aussi. En fait, il y a tellement de choses qui existent que c'est impossible de pas trouver une pratique en fait qui nous corresponde, quoi. Tout simplement. Il y a plein de choses à faire. Tout à fait. Il y a plein de choses à faire et je pense qu'un des trucs les plus importants que tu viens de partager, que j'ai envie de redire, c'est vraiment ce côté de y aller petit pas par petit pas, en fait. Vraiment faire les choses qui nous paraissent accessibles. Déjà, marcher effectivement autour de chez soi, même si on habite en ville ou en campagne, en fait, comme tu disais, faire un tour autour de pâté de maison autour de chez soi, ça c'est déjà une action. Pas mal, en fait. C'est déjà une action. Et l'idée, c'est, comme tu disais aussi, c'est tester. En fait, de toute façon, il n'y a pas ce qui va convenir à une personne ne va pas forcément l'être pour vous. Donc l'idée, c'est d'apprendre à s'écouter soi et puis de tester et de repérer ensuite à la fin de cette phase de test ce qui nous convient, en fait. Il y aurait tellement de choses à dire, je pense qu'on pourrait faire un épisode de podcast pendant des heures. Peut-être une dernière chose que je voudrais qu'on dise quand même, c'est que il y a un burn-out qui peut être lié à une situation professionnelle, mais parfois personnelle aussi. On peut vivre des difficultés dans sa vie personnelle sur plein de plans, des décès, des maladies, mais aussi parfois juste la charge mentale d'un quotidien qui devient plus important, le fait d'avoir des enfants, de devoir gérer entre notre vie pro, notre vie perso. Tout ça sont des sujets qui sont importants et c'est pas d'aller chercher la cause de tout ça. Enfin, si c'est important pour son propre chemin d'aller chercher la cause de tout ça, mais c'est pas un burn-out parental. Ça arrive, ça existe. Il faut pas sous-évaluer ça parce que c'est juste parce que j'ai des enfants en bas âge. En fait, c'est un changement de rythme, d'organisation de quotidien qui peut être difficile aussi. C'est ça, exactement. Et d'ailleurs, toute la période périnatale est à risque en fait pour les parents, les femmes, mais aussi les hommes. Et il y a même 15 à 20% des mères qui font des dépressions postpartum et 8 à 10% des pères, donc ou du coparent. Donc vraiment, c'est hyper important de peu importe le moment où ça arrive dans notre vie, d'oser franchir le pas des soignants, oser aussi s'entourer, de pas rester seul. On a tendance à s'isoler énormément. Moi, je l'ai vécu pendant le burn-out. J'ai vécu aussi à d'autres moments quand j'ai vécu une dépression, des dépressions, parce que j'en ai vécu plusieurs. On a tendance aussi pendant ces moments-là à s'isoler, en fait, à dire non, j'ai pas envie de voir du monde, etc. Et en fait, c'est contre-intuitif, mais il faut au contraire continuer de voir ses amis, ses voisins, si on n'a pas trop ses amis autour de soi. C'est hyper important et oser demander de l'aide, c'est hyper précieux parce que le soutien social, c'est capital aussi. Il y aura toujours des personnes qui ne vont pas comprendre. Ne cherchez pas à convaincre ces personnes-là. Exactement. Faut choisir aussi dans son entourage les personnes qui ne nous jugent pas, avec qui on peut parler en confiance, avec qui en fait on se sent bien en fait. Enfin, sinon c'est même pas la peine en fait. Ça veut dire que c'est pas des personnes ressources dans ces moments-là. Voilà. Donc, carrément. Donc Claudia, il y a tellement de choses à dire que je pense qu'on pourrait durer encore des heures. Mais merci beaucoup en tout cas pour ce partage
très honnête, beaucoup de sincérité, mais beaucoup de clés aussi dans tout ce qu'on vient de dire là. J'espère que par notre prise de parole commune sur ce sujet, on aidera aussi des personnes à s'en prémunir ou à en sortir. Ouais. Merci Alexandre en tout cas pour ton invitation et prenez soin de vous. Oui, prenez soin de vous. Merci Claudia.